Huissant et sa longue plage de sable fin se situe entre les caps Grinet et Blanc-Nez, à mi-distance entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Aussi loin que l'on remonte dans le temps, le nom Huissant semble lié à sa grande plage de sable blanc, Huit Sand, huit pour blanc, Sand pour sable. Du Vivier au Typhonium, en passant par Erland, le Breuil et le Colombier, découvrez ou redécouvrez ici la partie bucolique de Huissant. Commençons tout d'abord par la ferme du Vivier. À ne pas confondre avec le Vivier d'Huissant au niveau du centre-village. Le hameau du Vivier, aujourd'hui simple ferme, était un fief en les mains de la famille de Mancel. L'un de ses représentants, Jehan, seigneur de Noirvilliers, comparé à l'Assemblée électorale de 1560. L'un de ses descendants, Philippe, décédé dans la première moitié du XVIIe siècle, avait sa pierre tumulaire établie au devant de la chapelle de Saint-Pierre de l'église Notre-Dame de Sombre. La ferme du Vivier sera reconstruite vers 1800 à partir des pierres de l'église Notre-Dame de Sombre, détruite à la Révolution, et qui servait de carrière de pierre pour les habitants de Huissant. La ferme du Vivier connaîtra une nouvelle restauration suite au bombardement allemand du 24 mai 1940, lorsque 15 bombes viendront s'abattre sur le Vivier. Le nom Vivier signifie bien sûr qu'il y avait une petite étendue d'eau, un étang et une réserve de poissons d'eau douce. Un ruisseau part toujours du Vivier et se jette dans le ruisseau d'Erland. Un ancien propriétaire, Louis Dupont, seigneur du Vivier, est décédé le 26 février 1779. La ferme du Vivier est probablement plus ancienne que sa voisine, la ferme d'Erland. Le plafond à caisson et la cheminée avec son four à pain datent probablement du XVIIe siècle. Au début du XXe siècle, le Vivier et plusieurs fermes de Huissant ont été achetées par des industriels lillois du textile. La ferme du Vivier appartient depuis 1981 à Michel et Sylvie Quenu. Conscients de l'intérêt agricole et touristique du site des Deux Caps, ils ont diversifié l'activité de la ferme du Vivier en ouvrant un magasin fermier et permettant la self-cueillette. L'exploitation de polyculture-élevage est typique des fermes du littoral de la Côte d'Opale. Avec ses vaches laitières, la ferme du Vivier participe au maintien des prairies du site des Deux Caps. Sur 90 hectares, céréales, betteraves ou colza y poussent chaque année, avec vue sur l'Angleterre toute proche. C'est donc ici, au cœur du site des Deux Caps, que la famille Quenu vous accueillera. Vous pourrez y trouver des légumes frais et vous aurez la possibilité de cueillir des fraises, quand la saison le permet, en libre cueillette. Un moment sympathique à vivre en famille ou entre amis. Passons maintenant à Erland. Erland est le nom d'un hameau de Huissant situé au sud de la ferme du Vivier. Erland se situe près de la source d'où part un ruisseau qui descend jusque Huissant et se jette dans la mer au sud de la dune d'Amont, au niveau des Ruimées. Le ruisseau d'Erland ouvrait jadis le chenal de l'ancien port de Huissant, protégé par les Templiers et leurs fortifications, dont on a pu observer le donjon jusqu'au XIXe siècle. Le ruisseau d'Erland prend sa source au lieu-dit le Blanc-Pays, au pied du mont de Couple, le sommet sur la commune d'Audembert, dont l'altitude maximum de 164 mètres en fait l'un des sommets les plus élevés du Boulonnais, le premier d'entre eux, le mont Lambert, ayant 189 mètres d'altitude. Erland, autrefois dénommé Erlehan, fut à l'origine le hameau, le fief, d'un seigneur prénommé Erle ou Arles. Le nom d'Erland est resté l'apanage d'une branche de la famille Leporq, qui a donné plusieurs de ses membres au clergé et à la judicature. C'était au Leporq d'Erland qu'appartenait la seigneurie du clocher du village de Sombre. En 1741, Erland était un fief tenu du roi et uni à la seigneurie du Vivier. En 1840,
Le domaine d'Erland appartient à M. Lornier, adjoint au maire de 800. À la mémoire de Louis-Joachim Lornier, veuf de Claudine Dupont du Vivier. En 1894, Madame Paul Crampel arrive au manoir d'Erland. Cette artiste peintre est la cousine et la veuve de feu M. Paul Crampel, célèbre explorateur de l'Afrique équatoriale et secrétaire de l'illustre Savorgnan de Brazza. M. Paul Crampel, connu pour ses explorations du Congo, fut assassiné à 26 ans dans le nord du territoire de l'actuelle République centrafricaine en 1891. Madame Paul Crampel a travaillé comme aquarelliste pour l'Illustration, le Monde illustré et le Journal des voyages. Durant la guerre 14-18, Madame Paul Crampel, femme de caractère, accueillit au manoir d'Erland des soldats belges réfugiés à 800. C'est peut-être de cette époque que vient l'attrait de nos amis belges pour cette belle région de la Côte d'Opale. C'est vers cette époque que de nombreux artistes et peintres de l'école de Huisson ont trouvé leur inspiration dans le cadre bucolique de Erland. Dirigeons-nous maintenant vers l'ancienne ferme d'Erland. Lorsqu'on arrive au pittoresque manoir d'Erland, on franchit un portail voûté en plein cintre et on se trouve dans la grande cour rectangulaire. Le corps de logis a été construit entre 1731 et 1758. La tour possède des archères et un pignon à redans, en pas de moineau. À droite du manoir se trouve le logement du fermier. Une étable, une grande bergerie portent le millésime 1688. C'est non loin de là qu'a été très récemment dégagé lors d'une restauration un écusson gravé en 1384 sur le mur d'une grange à Erland. On y voit une coquille de Saint-Jacques montrant que c'est bien ici que passaient au Moyen-Âge les pèlerins venus d'Angleterre sur la voie francigène. Erland et l'ancienne église de Sombre se situent sur la Via Francigena, la voie francigène, la route du pèlerinage qui mène de Canterbury à Rome. Sur l'écusson, on voit également une étoile à 9 branches, symbole de finalisation et d'épanouissement, le chiffre 9 marquant la fin de la série numérique des chiffres simples. On voit également 3 fleurs de lys qui font de Erland une possession royale. Sur cet écusson, on voit des roues à aubes, rappelant l'ancien moulin royal qui était situé à Erland. Il y eut 3 moulins à eau à 800 pour moudre le blé et autres grains. Le premier moulin à Saint-Pau, le deuxième moulin qui était au centre de 800, et le troisième donc à Erland, qui en 1790 appartenait à la veuve Dupont du Vivier, et qui pouvait moudre 12 quintaux par an, c'est-à-dire 1200 kilos de farine. Il est écrit que le moulin de Erland se situait à cette époque à portée d'un chemin de traverse qui conduisait à Beaupré, l'actuelle ville de Marquise, où se trouve la route de Paris à Calais. Bonjour.
Jouxtant ce moulin, le manoir d'Erland possédait également un vivier, une réserve de poissons d'eau douce, dont on peut voir ce qu'il en restait au début du XXe siècle et ce qu'il en reste de nos jours. Erland est assurément l'endroit le plus bucolique de 800, n'est-ce pas Jean-Pierre ? Plus au sud de 800, à la frontière avec Audembert, on trouve la grande ferme du Breuil. Le Breuil, près du ruisseau de Bazingan, le fond d'Osque, fut appelé ainsi à l'époque à cause de son sous-sol marécageux, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais le nom est resté. Au XVIIIe et XIXe siècle, de nombreuses sépultures préhistoriques ont été découvertes au hameau du Breuil. En 1940, la grande ferme du Breuil a été réquisitionnée par l'armée allemande. C'est ici, entre 800 et Audembert, que l'escadre de chasse, la Jagdgeschwader 26 du célèbre as de la Luftwaffe Adolphe Galland, s'est installée pour la bataille d'Angleterre. Galland wollte unbedingt eines dieser neuen Kampfflugzeuge fliegen. Am 12. Mai 1940 erzielte er seinen ersten Luftsieg, der gleich von 2 weiteren gefolgt wurde. Alle 3 Siege erzielte er gegen die britische Hurricane. On peut encore observer au niveau de la ferme du Breuil les murs de plusieurs anciens abris des Messerschmitts allemands.
Actuellement, les sympathiques propriétaires de la ferme du Breuil proposent des chambres à louer dans un cadre apaisant et bucolique. Au nord de la ferme du Breuil, on trouve la ferme du Colombier, dont l'ancien nom Everbrock ou Ovrebrock signifiait « au-dessus de la terre marécageuse », c'est-à-dire au-dessus du Breuil. Le Colombier a pris son nom actuel à partir du XVIe siècle. L'ancienne ferme du Colombier porte sur la clé de voûte de son entrée sud le millésime 1631. La ferme du Colombier sera pendant près de 3 siècles la propriété de la famille Dupont, dont plusieurs membres en ont porté le titre féodal, conjointement avec celui d'Asbronn. Pierre Dupont le Jeune, né vers 1550, le deuxième fils de Thomas Dupont qui était laboureur à Warinxel et d'Antoinette Fourdin, est l'ancêtre des Dupont du Colombier de 800. Le 18 juillet 1635, Pierre Dupont, seigneur du Colombier, est nommé par Antoine d'Aumont, le gouverneur de Boulogne et du Boulonnais, capitaine des côtes à 800, afin d'assurer la défense de la côte depuis le ruisseau des Anguilles, à Tardingan, jusqu'à la vallée de Saint-Paul, au nord de 800. Dans l'histoire récente, le Colombier est devenu célèbre pour avoir accueilli pendant plus d'1 an, pendant la bataille d'Angleterre, Adolphe Galland, l'as des aviateurs allemands de la Seconde Guerre mondiale, qui fera du Colombier sa demeure officielle de l'été 1940 à décembre 1941. La ferme du Colombier propose actuellement de très belles chambres d'hôtes. Une autre activité pour tous, les labyrinthes créés dans des champs de maïs. Nous vous emmenons à 800 dans le Pas-de-Calais pour un escape game de 35 000 mètres carrés. Et pour trouver la sortie, eh bien, il faut résoudre des énigmes. Yves Azernal et Flavien Bellouti ont tenté leur chance. Plongés dans un champ de maïs, ils enchaînent les énigmes avec sérieux et application. H, O. H devient O, ah oui d'accord. Sous un soleil de plomb, cette famille tente de trouver la sortie de ce labyrinthe en résolvant des mystères disséminés le long d'un parcours végétal, un défi que ces adeptes de jeux de société n'allaient pas laisser passer. Moi j'aime bien réfléchir à des énigmes. C'est cool d'être ensemble. Ouais, de faire tout ça en famille et de trouver les réponses aux énigmes. Ça change un peu de la mer. En plus, quand la mer est montante, il y a beaucoup de monde un peu agglutiné. Donc là, ça nous permettait aussi de ne pas croiser trop de monde, être à l'air et puis s'amuser en se creusant un peu la tête. Fanny est à l'origine de ce dédale de maïs géant, grand comme 3 terrains de football. Depuis 2017, cette agricultrice invente chaque année des parcours dans ce champ où se sont déjà perdus près de 20 000 joueurs. Un vrai succès. Il y a plusieurs facteurs. Le premier, la 4e saison, donc on fidélise nos clients. Le deuxième, c'est la grande nouveauté avec l'escape game. On voulait que les jeunes actifs aient accès aussi au jeu et puissent s'amuser et ça fonctionne clairement bien. Il y a l'effet aussi post-Covid. Les gens sont rassurés d'être sur une activité à l'extérieur.
L'expérience ravit les participants. C'était sympa pour les enfants, c'est marrant. Et puis bon, après, au niveau en fait des indices et tout, c'est assez facile pour les enfants. Franchement, c'est sympa. Le labyrinthe ouvre ses portes tous les jours à 11 h jusqu'à début septembre. Last but not least, le Typhonium. La villa construite à la fin du XIXe siècle par les époux de Montbreton, des artistes peintres qui ont attiré autour de leur renommée une école de peinture à 800. C'est en partie grâce à cette renommée que 800, petit village de pêcheurs, a pu acquérir un statut de cité balnéaire de charme. Là vous avez Adrien Demont et Virginie de Montbreton et ses 2 filles. C'est à l'est du village de 800 que l'on trouve la motte Carlin, située à 1 kilomètre à la gauche du chemin qui conduit de 800 à Marquise. C'est sur ce monticule que l'on a trouvé une tombelle celtique, un tumulus ayant servi à recueillir des cendres des défunts il y a plus de 2000 ans. La légende raconte même que la motte Carlin fut également le tombeau d'un général anglo-saxon enterré assis sur son cheval. Au nord-ouest de la motte Carlin, au niveau du lieu-dit Les Croquets, non loin du calvaire des marins, se trouve le Typhonium. C'est au cours d'une excursion en 1880 au Cap Blanc-Nez qu'un jeune couple de peintres découvre du haut du promontoire le pays huissantais. Il s'agit d'Adrien Demont et de son épouse Virginie Breton, qui reviendront ensuite chaque année à 800. Ces 2 artistes peintres deviendront célèbres grâce à l'exposition universelle de Paris en 1889. Ils auront ensuite les moyens financiers de réaliser leur rêve commun, s'établir à 800. Ils acquièrent donc un terrain de 4000 mètres carrés de lande au lieu-dit Les Croquets. S'inspirant de la description de l'Égypte réalisée lors de la campagne d'Égypte de Napoléon Ier, les époux de Montbreton vont y faire construire le Typhonium, une villa dont le modèle se rapproche de l'Égypte antique de la dynastie ptolémaïque. À partir de 1907, la villa Le Typhonium sera complétée par l'adjonction d'une porte monumentale qui est la reproduction au tiers de la porte de Dendera en Égypte. Le Typhonium domine la lande dénudée et à l'époque quasi désertique du plateau des Croquets. On dit souvent que le Typhonium tient son nom du dieu grec Typhon, dieu des vents et des tempêtes, particulièrement fort à cet endroit. Mais le mot Typhonium désigne aussi des petits temples à Dendera et à Edfou, 2 des lieux qui ont inspiré leur villa néo-égyptienne à Adrien Demont et à son épouse. Vers 1910, un bas-relief est incisé dans le ciment frais par Virginie de Montbreton. Il représente les membres de sa famille habillés à l'égyptienne. Adrien Demont, chef de famille, y est représenté en pharaon devant son chevalet. On remarque dans le ciel un dieu Horus aux ailes déployées, sur lesquelles est inscrit Blériot, en souvenir de la première traversée de la Manche par Louis Blériot, le 25 juillet 1909, dont le point de départ fut tout proche, à Sangatte. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands occuperont ce site stratégique et y construiront un bunker d'observation à son sommet. Après-guerre, le Typhonium de 800 a servi de prison pour les soldats allemands. L'un d'entre eux a provoqué accidentellement un feu qui a ravagé tout l'intérieur du bâtiment en 1946. Le Typhonium sera ensuite restauré par les descendants des époux de Montbreton. Les façades et les terrasses du Typhonium ont été inscrites par arrêté du 29 novembre 1985 sur la liste supplémentaire des monuments historiques. En 2016, le Typhonium de 800 servira de décor pour des scènes d'extérieur du film Maloute avec Fabrice Lucchini. Le Typhonium, qui appartient à un descendant des époux de Montbreton, n'est pas ouvert au public, mais il est visitable durant les journées du patrimoine. Le Typhonium est toujours resté dans la famille des époux de Montbreton, dont les descendants continuent de veiller amoureusement sur lui et sur la mémoire de ses illustres peintres.
Duhem, Marronnier, Pep, Crampel, Quignon et bien d'autres viennent séjourner et même vivre là. Quelques maisons en témoignent encore, reconnaissables à leur grande verrière orientée au nord. Mais la plus admirable et la première de toutes, c'est le Typhonium. C'est un lieu où ils avaient l'habitude de venir peindre. Ils peignaient sur le motif, c'est-à-dire hors des ateliers pour regarder la lumière réelle du paysage. On avait une vue extraordinaire à 360 degrés sur la mer et les deux caps bien sûr, mais aussi sur tout l'amphithéâtre qui constitue le grand site. Donc vraiment la raison de leur installation ici, c'est la vue. Au milieu de ce paysage grandiose, il fallait une construction monumentale. C'est la raison pour laquelle le couple choisit d'établir ce temple égyptien. Un grand quadrilatère plutôt austère, percé de fenêtres et bien sûr d'une grande verrière au nord pour l'atelier. La décoration de ce bâtiment est excessivement simple et épurée, avec simplement des tores à bandelettes le long des arêtes et sous la corniche, et puis malgré tout, le signe de l'Égypte, au centre, en haut, sous la corniche, l'Uraeus, c'est-à-dire le disque solaire ailé, entouré de deux cobras. 20 ans plus tard, Demont et Breton veulent agrandir. Pas évident de transformer sans le dénaturer le carré d'origine. Mais le couple, bien inspiré, se réfère aux édifices de l'Égypte ancienne, à l'image de celui-ci conservé au Metropolitan Museum of Art de New York. En Égypte, on avait souvent devant le temple une porte d'entrée qu'on appelait un pylône. Donc la tour, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est le pylône. Derrière, vous avez une galerie qui correspond à l'espace du parvis, qui fait un volume habitable en plus, et on rejoint le temple initial. L'extension du Typhonium a été mûrie par le couple d'artistes. Face à l'austérité du bâtiment de 1891, celui de 1911 est bien plus décoré. De nombreux cartouches viennent égayer la tour et les fenêtres. Deux d'entre eux, à la façon de hiéroglyphes, expriment une idée. C'est le caractère complètement exceptionnel de ce site de Wissant, cette interpénétration entre la terre et la mer. Il y en a un qui renvoie à la mer, et un tableau sur deux qu'il réalisait, c'était un flobard, c'était une marine, et puis un autre qui renvoie à la campagne, aux activités agricoles. Et là aussi, quand il ne peignait pas un flobard, il peignait souvent des gerbes de blé. Toutes ces décorations égyptisantes ont un sens. On trouve ici les noms des membres de la famille, là, leur représentation sous forme de fresques. À l'époque où l'Art nouveau exubérant est à son apogée, le style épuré du Typhonium préfigure déjà l'arrivée 10 ans après du style Art déco.